Bonjour à tous, merci de m'avoir invité pour vous parler effectivement du matériau acier puis de son usage dans la construction. Alors, je vais faire un exposé peut-être en 3 temps. Donc, je vais rappeler un petit peu l'acier, le matériau. Donc, c'est un matériau qui a appris, c'est un matériau qui est maintenant familier dans l'usage de la construction et qui a appris à concilier des contraintes contraires et devenir résilient, justement. Après, on passe de la résilience du matériau à la résilience de la structure elle-même. Donc l'acier est le matériau complet par essence, c'est en tout cas ce que je pense. Et puis, pour ouvrir un peu les perspectives, donc le constructeur et l'ingénieur apprennent à capitaliser ces performances du matériau pour en épuiser toutes les possibilités. C'est ça un peu le leitmotiv de l'usage de l'acier, construire plus sûr et plus durable. Alors je fais un petit préambule pour donner un petit peu la notion de ce que c'est qu'un matériau. Le matériau, c'est la synthèse entre plusieurs éléments que je symbolise sous la forme d'un polyèdre, donc un tétraèdre en l'occurrence, en disant que l'acier, l'acier ou tout matériau d'ailleurs, c'est une combinaison, quelque part, d'éléments de microstructure, de propriétés mécaniques, physiques, de procédés d'élaboration et de fabrication, et bien sûr de performance. Alors, si je m'attarde un petit peu sur chacune de ces données, les éléments de microstructure, bien sûr, c'est le matériau lui-même dans son essence même, donc qui se définit, alors pour l'acier, mais pour d'autres aussi, c'est le système cristallin, les liaisons, l'ordre que ça représente à courte et à grande distance, donc sa structure intime, son hétérogénéité éventuelle, sa granulométrie, sa porosité, sa texture, etc. L'autre point important, ce sont les propriétés mécaniques, c'est ce qu'on recherche quelque part à obtenir. Bon, il y a bien sûr le module d'élasticité qui va gouverner la façon dont une structure se déforme. La limite élastique, ses possibilités éventuelles d'écrouissage, c'est une particularité de l'acier. La charge de rupture, la ductilité, la capacité d'amortissement, la résistance à la fatigue, la résistance au choc. Donc voilà, toutes ces propriétés font partie des contraintes, en tout cas, que l'on doit essayer de combiner pour définir un bon matériau. Troisième aspect, donc, ce sont les procédés. Donc il y a l'élaboration de la matière première, donc il y a tout un développement historique de la façon dont on a fait ça. Quelles sont ces possibilités de transformation? Donc le laminage, l'extrusion, le forgeage, le matrissage, le pliage. La mise en forme, donc par enlèvement de matière, usinage, découpe, les traitements thermiques, qui sont très importants pour beaucoup de matériaux, dont les métaux. Et puis après, on peut aussi faire de la mise en forme par ajout de matière, par assemblage. Et également, un aspect important, c'est le traitement de surface qu'on va donner à l'acier et à tout matériau d'ailleurs, pour assurer sa pérennité. Les performances, c'est aussi quelque chose de très important qu'il faut avoir en tête. Donc la reproductibilité, reproduire les performances et les garantir constantes, quelque part, c'est une chose importante et essentielle, d'avoir la constance là-dedans. La disponibilité de la matière, évidemment. Assurer son usinabilité, sa soudabilité, sa mise en forme, bref, sa fiabilité. Et puis d'autres enjeux qui sont importants, le recyclage. Bon, les métaux sont recyclables à l'infini, donc c'est déjà un atout. La durabilité, la maintenabilité, ça c'est une notion importante. Maintenir un ouvrage, on doit être capable de le maintenir, on doit être capable de le réparer, on doit être capable de le requalifier, on doit être capable peut-être de le déplacer aussi. Il doit être, bien sûr, il y a un enjeu de santé, pas de nocivité. L'aspect est aussi important parce que je pense qu'on aime bien vivre dans un cadre qui soit beau à voir. Et puis, il y a une notion d'ancienneté, de familiarité, c'est l'appropriation d'un matériau. En l'occurrence, l'acier, ça fait quand même pas mal de décennies, voire de siècles, même si c'est court à l'échelle de l'humanité, qu'on pratique ce matériau. Alors, les performances, je fais un petit zoom. Les constructeurs métalliques se sont dotés d'un système de référencement avec des exigences essentielles qui sont reprises dans une norme européenne et dans le règlement de produits de construction. Donc ça implique des obligations dans toute la chaîne, du sidérurgiste jusqu'au fabricant, et en passant... Vu l'acier, c'est une longue histoire, il n'a pas été utilisé tout de suite comme matériau de construction. On peut parler un peu d'acier pour certaines pièces, en l'occurrence des armes qui ont été fabriquées dans le passé, pour lesquelles les utilisateurs demandaient des performances mécaniques, de la dureté, du tranchant, et pas de fragilité. Malheureusement, ce n'était pas toujours concluant.
Et au fil du temps, les forgerons ont appris à maîtriser ce matériau dès l'ère pré-industrielle. Je cite pour exemple Watts indien, qui est ce qu'on appelle un acier de Damas, qui était un acier qui avait des propriétés remarquables et qui était connu mondialement à l'époque, puisque même les Vikings allaient s'approvisionner en Inde pour leurs propres armes. Le secret a été très bien gardé de fabrication de cet acier, puisqu'on n'a vraiment percé qu'à l'époque industrielle, au XIXe siècle. Brièvement, donc 19e siècle et 20e siècle marquent finalement une révolution industrielle, évidemment, avec un tournant dans la métallurgie qui devient beaucoup plus scientifique et rationnel, avec des objectifs: augmenter la résistance à la rupture, évidemment, développer des technologies de production, faire des innovations successives. Parallèlement à ça, on a aussi un grand développement des mathématiques, d'une manière générale, de la physique, qui décrivent de mieux en mieux les phénomènes et les rendent prédictibles et fiables. À ce titre, l'acier est un matériau qui est idéal, parfaitement décrit par des lois physiques, et certainement pas empiriques. La résistance au choc, par contre, est un petit peu en décalage par rapport à ça. Ça a été, pendant longtemps, un point faible qui, aujourd'hui, est complètement résolu. La stratégie développée pour le matériau acier, ça a été d'affiner les grains de la structure, de maîtriser sa chimie et de définir des processus d'élaboration qui garantissent ses performances et ses qualités. Si j'en viens à la résilience, ça va faire un peu le lien avec l'exposé précédent, quelque part. Effectivement, la résilience est une préoccupation ancienne qui se définit alors pour un matériau comme la capacité intrinsèque du matériau à résister au choc ou à des variations brutales et rapides de contraintes. Et très tôt, dans cet esprit un peu scientifique du XIXe siècle, on a cherché à quantifier ce que c'était que cette résilience, c'est-à-dire donner une valeur ou une façon de la mesurer. Et le principe retenu, qui a été aussi évoqué avant, c'est Charpy, effectivement, avec sa machine. Là, vous avez l'image du mouton, le mouton pendule. Donc, c'est une machine avec un balancier qui envoie une masse pour casser une éprouvette. Et le système tel qu'il a été défini en 1901 est toujours le même. C'est exactement de la même manière qu'on fait aujourd'hui pour qualifier un essai de résilience. Donc, la résilience, c'est une énergie, une quantité d'énergie ramenée à une section. Quand on ne prend pas de précaution sur le matériau, quand on ne teste pas les matériaux, on a parfois quelques désagréments. C'est ce que vous voyez à gauche sur la photo, avec la rupture brutale d'une coque de bateau. Donc, toutes les recherches théoriques en mécanique de la rupture et dans l'élaboration des aciers ont permis de résoudre ces difficultés liées à une fragilité. Si je fais un zoom sur les exigences essentielles que doit remplir un acier de construction aujourd'hui, je vais entourer, donc on voit apparaître le mot de résistance au choc, un mot de ténacité, je vais y revenir, et puis la résistance à la fatigue. En effet, il ne suffit pas qu'un matériau résiste à un choc, il doit être capable de résister à plusieurs fois un choc et à des sollicitations répétitives. C'est là qu'on a introduit un concept un peu différent, qui est le concept de ténacité, qui est issu directement de la théorie de la mécanique de la rupture. Donc la ténacité, là pour le coup, c'est la capacité de résister à une propagation de défauts internes qui ont été provoqués soit dans l'élaboration du matériau, soit ultérieurement dans son usage, sous contrainte appliquée. Alors, il y a une différence un peu subtile entre résilience et ténacité. La ténacité, c'est une propriété vraiment complètement intrinsèque et locale d'un matériau pour résister à sa propagation des défauts. La résilience, qui cherche à qualifier aussi une propriété intrinsèque, est quand même un peu perturbée par le fait que l'éprouvette qui sert à la mesurer est aussi une éprouvette macroscopique, même si elle est toute petite en taille. Il y a l'influence de la flexion de l'éprouvette qui est indissociable de la résistance au choc. Donc, a priori, ces deux notions ne sont pas corrélées. Pour exemple, les céramiques sont souvent très dures et tenaces, mais fragiles au choc. Le verre a peu de ténacité dès qu'il y a un défaut, solide quand il en est exempt, mais il reste toujours fragile. Et moi, je pense que l'acier moderne est une exception, puisque l'acier moderne, tel qu'il est élaboré aujourd'hui, permet d'avoir une corrélation entre résilience et ténacité, ce qui permet de mesurer de manière beaucoup plus simple le paramètre de ténacité en connaissant la résilience.
Alors, si je donne des exemples pour des matériaux, alors l'acier, j'ai des données qui sont nombreuses et fournies depuis plus de 50 ans, 60 ans, qui permettent de dire que l'acier, dans sa zone de ductilité, a une très bonne résilience. Vous voyez, 200 joules par centimètre carré. Dans sa zone un peu fragile, à basse température, il commence à descendre à 27 joules. Et dans la zone très fragile, il est à 7 joules. Je n'ai pas trouvé de données sur le verre, parce que c'est un matériau qui n'a pas beaucoup de résilience. Le béton, curieusement, je n'ai pas trouvé de données non plus. Mais le bois, voilà, quand on regarde les fiches du bois, il est à 7 joules par centimètre carré, quelle que soit la température. Si je regarde en face de ça la ténacité, donc l'acier est très tenace, donc il y a une unité un peu bizarre, hein, c'est des racines de mètres par des mégapascales, mais ça c'est lié à la mécanique de la rupture. Il reste malgré tout avec une bonne ténacité dans la zone de transition fragile, une ténacité beaucoup plus faible, mais encore assez élevée, à basse température, et en tout cas très supérieure à celle du verre ou celle du béton que l'on peut trouver. L'acier a un comportement qui varie avec la température, ça je pense que vous l'avez compris, on le sait. On dit toujours que l'acier devient un peu fragile à basse température et qu'à haute température, il est ductile. Donc il y a une zone de transition, c'est-à-dire que si on établit cette courbe qui est à droite, qui décrit la résilience ou la ténacité, puisque maintenant les deux sont liés, en fonction de la température, il y a une pente rapide, il y a un changement entre deux plateaux, dans une zone qu'on appelle une zone de température de transition entre fragile et ductile. La métallurgie, ces progrès ont permis de repousser vers la gauche, donc vers la température très basse, la température de transition, et rendre l'acier ductile dans une grande plage de température pour être correctement exploité. Malgré tout, même dans sa zone fragile, vous l'avez vu dans le tableau précédent, l'acier est beaucoup plus résilient et tenace que les autres matériaux de construction. Je regarde les familles différentes d'acier qu'on peut avoir. C'est évidemment aussi, là, je reviens à la microcristallographie des aciers, la façon dont ils sont agencés. Et bien, ils ont des comportements un peu différents entre les austénitiques, les ferritiques, les martensitiques, etc. Donc c'est aussi un paramètre qu'on a aussi su bien qualifier. Donc la chimie aussi intervient dans cette performance. Au passage, j'observe que les aciers inoxydables, austénitiques, sont des pistes intéressantes pour avoir des matériaux très résilients et très résistants. Autre aspect, c'est qu'on passe maintenant d'un acier qui est résilient pour construire des structures qui soient résilientes. Il y a un autre paramètre qui est extrêmement important, c'est l'élastoplasticité de l'acier, qui conférera, grâce à la résilience, on va dire, intrinsèque du matériau, la résilience globale de la structure. C'est assez unique parce que l'acier pousse justement dans ses retranchements toutes ses capacités performantielles dans la zone qu'on appelle zone ductile, zone d'écrouissage. En effet, quand cette courbe que vous voyez, c'est l'essai de traction d'un acier, la première pente, c'est la commune à beaucoup de matériaux, c'est le domaine élastique, c'est-à-dire que quand on a des contraintes qui sont proportionnelles, des déplacements qui sont proportionnels aux contraintes, l'acier, quand on dépasse une certaine valeur, une limite élastique, rentre en zone de plasticité, c'est-à-dire qu'il commence à s'allonger sans augmentation significative de sa contrainte. Alors, l'intérêt de l'acier, c'est que dans la zone élastique, évidemment, c'est réversible, mais dans la zone d'écrouissage, on peut, c'est le point B que vous voyez sur revenir en arrière et redémarrer à zéro, c'est-à-dire qu'un acier écroué se retrouvera plus résistant que l'acier initial. Il aura perdu un petit peu de ductilité, mais il est réemployable. C'est ce qui permet de former les aciers, de fabriquer des tubes, fabriquer des tubes carrés, des tôles pliées, des profils qui ont une résistance tout en étant écroués et donc utilisables dans le bâtiment. Donc, si on veut passer de la résistance d'un matériau à la résistance de la structure, il y a 4 choses qui me semblent importantes. Donc, bien sûr, la résilience et la ténacité du matériau, mais au niveau microstructurel, la ductilité, la performance élastoplastique à l'échelle macrostructure, c'est-à-dire le comportement de poutres, de poteaux, qui sont soumis à la flexion, de la compression, de la traction, pour lequel on peut provoquer ce qu'on appelle des rotules plastiques et une distribution d'efforts.
Et puis, bien sûr, fondamental dans les structures métalliques, les liaisons et assemblages. Alors, on ne voit pas trop bien, mais les sollicitations auxquelles sont soumises une structure sont de nature très différente. Suivant la nature de ces sollicitations, c'est en fait un transfert d'énergie qui se passe à une vitesse plus ou moins grande, très lente, évidemment, qu'il s'agit de poids propres, de neige, de charge permanente, et hyper rapide pour un choc. L'échelle que vous voyez est une échelle logarithmique. Donc, chaque échelon correspond on rentre dans à le 10 détail, fois là. plus. On rentre dans un détail très pointu, là. Oui, tout à fait. Alors, si on regarde les capacités de l'acier par rapport aux autres matériaux, donc l'acier, dans le domaine élastique, tout matériau peut absorber une certaine énergie dans une unité de volume. Si on la calcule, eh bien, on s'aperçoit que l'acier domine tous les autres matériaux avec une énergie élastique volumique qui est très nettement supérieure à celle du béton, du verre recuit. Le verre trempé n'est pas mal, mais malheureusement, il est trop fragile. Et puis, le bois. Mais il y a un autre atout décisif, à mon avis, c'est l'énergie que peut absorber la plastification de l'acier. Elle est considérablement plus grande. Si on prend un exemple de 5% d'allongement, on est à, vous voyez, 18 000 kJ par mètre cube, alors qu'on était à 300 seulement pour le domaine élastique. Donc, autre avantage, c'est que l'énergie élastique est une énergie qui est réversible, qui se stocke temporairement, alors que l'énergie plastique s'absorbe définitivement. Donc ça peut être un atout pour absorber des chocs et des sollicitations extrêmes, comme le séisme, par exemple, ou des rafales brutales de vent. Ensuite, dernier point concernant les actions climatiques, en tout cas un point à souligner, c'est qu'on constate comme une évolution vers le haut, en fréquence et en intensité, de tout ce qui est phénomène climatique. Alors je vais donner quelques exemples issus du génie parasismique pour montrer comment une structure métallique fait face au choc de contraintes extrêmes. Donc, un séisme, c'est une sollicitation qui consiste à imposer un mouvement à un bâtiment, donc lui communiquer de l'énergie qu'il convient de dissiper. Il y a deux stratégies pour dissiper: rester dans le domaine élastique ou bien utiliser la possibilité de plastification. On montre cette figure-là. La première stratégie conduit à une sorte de fuite en avant, puisqu'on est obligé à chaque fois de surdimensionner les éléments pour qu'ils puissent rester dans le domaine élastique et faire face aux contraintes. La deuxième stratégie consiste à utiliser la dissipation plastique, permet de réduire considérablement à un déplacement équivalent les contraintes et les efforts appliqués à la structure et, par ailleurs, aux fondations. C'est ce qu'on voit sur cette image-là. Donc, le déplacement ultime restera toujours le même, c'est le destin de la structure, on n'y peut rien. Mais par contre, les contraintes et les efforts à l'intérieur seront limités par la ductilité et la plasticité. Elle encaisse mieux, elle est beaucoup plus résiliente. Donc, le travail de l'ingénieur, c'est de positionner des endroits bien précis, ce qu'on appelle des zones dissipatives, où l'énergie va être dissipée. Pas risquer d'être trop technique, parce qu'on a quand même un auditoire qui n'est pas forcément un auditoire d'ingénieur, donc il faut rester, à mon avis, un peu simple et concret. Peut-être pour conclure, peut-être. Oui, pour conclure, donc très rapidement. Donc la stratégie, elle consiste à effectivement, et là on est dans le design, et on va rejoindre un petit peu les préoccupations d'architecture, à créer des zones où on pourra dissiper cette énergie en affaiblissant, entre guillemets, localement la structure. D'autres schémas existent avec d'autres possibilités de design pour des assemblages qui sont beaucoup plus flexibles et qui absorbent également de l'énergie. Le design est encore plus travaillé, qui va travailler en tout cas un peu plus élégant que les précédents. C'est ce qu'on appelle le design en os de chien, où on affaiblit volontairement des poutres, et donc on rentre dans une vision aussi esthétique qui permet de résoudre un problème technique. Alors, les pistes pour demain, c'est les outils numériques. Donc pour moi, il y a d'abord l'optimisation topologique sous contrainte, qui permet d'optimiser et de répartir la matière au mieux et de minimiser son existence. Donc là, dans un vaste champ de créativité.
On a également la fabrication additive, qui est liée à la précédente, même si l'optimisation topologique aujourd'hui est bien entrée dans les mœurs, la fabrication additive ne l'est pas encore en construction métallique. Mais on pourrait imaginer de concevoir de nouveaux types d'assemblages dissipatifs robustes ou semi-rigides. Alors, je vais conclure. Pour un petit peu faire écho à la phrase qui restait créative sur la contrainte, moi je pense que la contrainte peut faire naître un art, au contraire. Et je crois que la collaboration entre ingénieurs, métallurgistes, architectes peut permettre de concevoir différemment les bâtiments de demain et faire face aux aléas de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus durable. Je vous remercie pour votre attention.